Bonjour Olivier Costa, un grand merci, Bonjour Olivier Costa. un grand merci Bonjour. d'être parmi nous, enfin derrière l'écran là aujourd'hui. Euh, Vous avez fait des études à Sciences Po, à Paris 8, une thèse de doctorat sur les délibérations du Parlement européen. Vous avez été chercheur à l'ULB Bruxelles et vous êtes directeur de recherche au CNRS, CEVIPOF, le Centre de recherche de politique de Sciences Po. Et vous êtes aussi directeur du département d'études politiques et de gouvernance européenne au Collège d'Europe à Bruges. C'est ça. Alors, j'ai compris, c'est formidable, que vous avez fait des recherches sur le système institutionnel de l'Union européenne, sur les questions démocratiques dans l'Union, la représentation parlementaire et la représentation d'intérêts en Europe. Je suppose qu'il s'agit des lobbies. Oui. Une première question, pourquoi cet appétit et cet enthousiasme pour l'Europe? Euh, on peut toujours reconstituer son parcours ex post, rationaliser les choses, mais bon, il y a toujours une part de hasard dans la vie qu'on est amené à mener. Alors moi, si je suis devenu chercheur, je pense c'est parce que mon père était chercheur, lui était physicien nucléaire, et quand bien même j'ai pris d'un point de vue académique une trajectoire radicalement différente de la sienne, le métier de chercheur, la liberté que ça offre, les voyages, tout ça, c'est quelque chose qui certainement m'intéressait. Ensuite, pourquoi les questions européennes? Moi, j'ai étudié à Sciences Po Strasbourg, qui était un endroit qui était très en pointe dans l'étude des questions européennes et qu'il a été très tôt. Il y avait là-bas toute une école, notamment de professeurs de droit européen éminents, dont j'ai pu suivre les cours des gens comme Jean-Paul Jacquet, comme Vlad Constantinesco, comme Denis Simon. Ensuite, quand j'ai fini Sciences Po Strasbourg, j'ai fait le master de recherche, qui était un master construction politique et culturelle de l'Union européenne, qui était dirigé par Gérard Duprat. Et voilà, on était amené à travailler sur les questions européennes qui m'intéressaient beaucoup. Et quand j'ai lancé ma thèse, j'ai choisi, après discussion avec Gérard Duprat, de la consacrer au fonctionnement du Parlement européen, à une époque où les politistes ne s'intéressaient pas du tout à l'Union européenne. Il y en avait quelques-uns, des gens comme Christian Lequesne, comme Jean-Louis Kermon, mais travailler sur le Parlement européen était considéré comme un sujet bizarre. Moi, j'avais des discussions avec mes camarades qui me disaient, mais c'est pas de la science politique parce que le Parlement européen, il n'y a pas de politique au Parlement européen. Et moi, j'en étais pas sûr. Je dis, je demande à voir et je vais donc me consacrer à ça. Et donc, à l'issue de ma thèse, je suis allé faire un postdoc à l'Institut d'études européennes de l'Université libre de Bruxelles. Et j'ai naturellement continué dans ce sillage des études européennes en arrivant au CNRS à un moment, c'était en 99, à un moment où au CNRS, on se disait qu'il fallait commencer peut-être à explorer la thématique et à recruter des chercheurs sur cette question. Alors moi, je me considère au terme de ce parcours comme un expert de l'Europe, mais pas comme un militant. J'estime que, bon, j'essaye de séparer mes activités scientifiques et mes activités de citoyen. En tant que citoyen, je pense qu'il n'y a pas de salut pour la France et pour le citoyen que je suis en dehors de la construction européenne. Mais en tant que scientifique, j'essaye de rester objectif. Alors, je n'aime pas lire ou entendre n'importe quoi sur l'Union européenne. Et Dieu sait qu'on entend beaucoup de bêtises sur le sujet. Mais voilà, j'essaye dans mes écrits, dans mes recherches, de garder un point de vue neutre et objectif et essayer simplement de faire progresser la connaissance sur les questions européennes. Merci Olivia. L'Europe et l'Union européenne ont montré depuis plus de 70 ans une certaine voie, celle du renforcement de l'état de droit et de la démocratie. Mais notre monde du XXIe siècle est de plus en plus incertain et les idéaux démocratiques sont mises à l'épreuve. On le voit tous les jours avec la guerre en Ukraine. Que doit faire l'Union européenne, ses États membres, ses citoyens pour préserver ses acquis démocratiques et bien sûr, si possible, les améliorer? Oui, c'est un vaste sujet. Je dirais que l'Union européenne doit faire deux choses. Elle doit arrêter d'être naïve et elle doit arrêter d'être condescendante. Pendant plus de 60 ans, les représentants de l'Union européenne ont promu à l'échelle internationale les valeurs européennes en entretenant une sorte d'ambiguïté. Est-ce que nos valeurs sont européennes ou est-ce qu'elles sont universelles? Et donc, il y avait un peu cette idée que l'Europe était très prosélyte de ses propres valeurs, qu'elle allait de par le monde, un peu comme un missionnaire, en alternant les froncements de sourcils et les prêches, expliquer que
tout le monde devait se ranger à nos standards, une économie de marché libre, la démocratie, les droits de l'homme, et avec une croyance vraiment féroce, qui existe d'ailleurs encore, que c'était le destin de toute l'humanité que de vivre selon nos standards qui sont vertueux, et je crois qu'ils le sont, et avec aussi cette croyance très forte que le commerce et un espèce de dialogue civil suffirait à promouvoir ces valeurs partout à travers le monde. Et l'Union européenne a fait beaucoup pour essayer d'accompagner des pays vers la transition démocratique et aussi pour soutenir des projets d'intégration régionale similaires à l'Union européenne sur d'autres continents. Il y a partout à travers le monde des organisations internationales qui ont été créées sur le modèle de l'intégration européenne et souvent avec des financements de l'intégration européenne. Pendant très longtemps, le Mercosur en Amérique latine a travaillé avec des moyens qui étaient des moyens budgétaires européens, avec l'idée que l'Union européenne avait intérêt à ce que les pays d'Amérique latine s'organisent selon des modalités comparables aux nôtres. On doit dire aujourd'hui, en 2023, que tout ça n'a pas terriblement bien fonctionné. La démocratie ne progresse plus dans le monde et même elle régresse. Et on a les leaders de pays très puissants, la Russie, la Chine, l'Inde, la Turquie, le Brésil à l'époque de Bolsonaro, ou même les États-Unis à l'époque de Trump, qui revendiquent ouvertement leur attachement à d'autres valeurs que ces valeurs de la démocratie et des droits et du progrès social, et qui revendiquent dans une sorte de glorification d'une civilisation alternative. C'est le discours de monsieur Erdogan sur voilà, le grand héritage de son pays. C'est le discours de Vladimir Poutine sur les spécificités de la Russie. C'est le discours de monsieur Modi sur ce qui fait les particularités de l'Inde, et avec un refus de s'en remettre, de reconnaître comme universelles nos valeurs. Donc là, on se heurte un peu à un mur parce que la stratégie très pacifique et très civile, je dirais, de l'Union européenne pour promouvoir ces valeurs ne fonctionne absolument pas face à des gens comme ça. Et ça va même au-delà de ça parce qu'aujourd'hui, je dirais que l'Union européenne n'en est plus à essayer de promouvoir ces valeurs à travers le monde, mais à défendre la possibilité de suivre ces valeurs et de respecter ces valeurs sur le territoire européen. Car on voit bien qu'on est face aujourd'hui à des ingérences étrangères, à des populistes qui sont à la solde de régimes étrangers, à des élus qui sont corrompus par un certain nombre de régimes autoritaires, à des médias, à des organisations qui cherchent à déstabiliser l'Europe telle qu'elle est. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est peut-être davantage de pouvoir continuer à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme, le progrès social, le progrès de la société sur le territoire européen face aux ingérences de M. Poutine, face aux coups de boutoir d'un certain nombre de responsables politiques qui sont fascinés ou corrompus par les régimes russes, chinois, et ce, même sur le territoire de l'Union européenne. Enfin, l'extrême droite en France, on sait très bien qui la finance et où elle va chercher ses idées. Monsieur Orban, on connaît les sympathies qu'il a pour Vladimir Poutine. Donc voilà. Donc je pense que l'Union européenne aujourd'hui est un petit peu une cible pour ces régimes autoritaires, parce que quand on est un autocrate, c'est beaucoup plus compliqué de se maintenir au pouvoir si ces citoyens ont un point de référence, pour point de référence un système libéral au sens politique et démocratique comme l'Union européenne, ça serait beaucoup plus simple pour M. Poutine, pour M. Xi Jinping, pour M. Trump, qu'il y ait le même genre de régime partout à travers la planète et qu'on n'ait pas cette espèce de sphère de liberté que constitue aujourd'hui l'Union européenne. Merci Olivier Costa. Il me vient la réflexion et la question suivante. Comment aborder les défis grandissants des populismes, des nationalismes, des souverainismes? Quel est leur impact sur les politiques de l'Union européenne? Et doit-on être inquiet pour les prochaines élections européennes de 2024, dans un an? Et puisque nous sommes fédéralistes, comment les fédéralistes européens devraient-ils aborder ces élections? Militer pour une réforme des traités, agir sur la création d'un espace politique européen, peut-être des listes transnationales, supprimer la règle de l'unanimité. Bon, nous savons que vous réfléchissez beaucoup dans ce domaine puisque vous êtes membre éminent d'un groupe d'experts franco-allemands sur les réformes institutionnelles. Vaste question encore. Alors d'abord sur le populisme, sur comment il faut affronter ces défis du populisme, du souverainisme, des nationalismes. Je pense qu'il faut
commencer par accepter ces phénomènes comme des résultats assez logiques d'une époque et de stratégie politique. Il faut arrêter de se lamenter en considérant que c'est des choses qui nous tombent dessus sans aucune raison. Il y a des raisons que l'on connaît pour expliquer ces dérives. On est dans une époque de déclin ou de perception de déclin, déclin économique, déclin social, déclin culturel, déclin civilisationnel, déclin environnemental. Il n'y a qu'à allumer une télévision et regarder les informations pour voir qu'on est abreuvé de mauvaises nouvelles. Alors, il y a certainement ici des biais, mais bon, objectivement, il y a quelques motifs d'inquiétude à avoir et cette idée totalement triviale aujourd'hui qu'on se demande si la génération de nos enfants arrivera à avoir une vie meilleure que la nôtre ou si on n'est pas face à une situation de déclin irrésistible où il y aura moins de ressources, un environnement plus pollué, moins de croissance, moins de richesse à se partager et un monde beaucoup plus dangereux qu'il n'a été ces 40 dernières années. Donc les gens ont peur. Quand les gens ont peur, ça a trois conséquences. La première chose, c'est que beaucoup de citoyens vont accuser les partis traditionnels, c'est-à-dire ceux qui ont alterné au pouvoir dans toutes les démocraties libérales depuis la Seconde Guerre mondiale, ou les institutions et les organisations, ils vont accuser ces partis, ces organisations d'avoir échoué. Il y a l'idée que finalement, si on en est là, c'est que les responsables politiques qui, prenons le cas de la France, de droite comme de gauche ont alterné depuis la Seconde Guerre mondiale, se sont plantés, n'ont pas été capables de prendre les bonnes décisions pour nous sauver de ce déclin. Et on peut faire le même raisonnement à l'échelle de l'Union européenne et dire que si on en est là, c'est parce que les institutions européennes ont fait de mauvais choix, de mauvaises politiques depuis 70 ans. Donc, il y a déjà ce rejet de l'establishment qui est quand même quelque chose de très fort et qui s'applique particulièrement à l'Union européenne parce que l'Union européenne est une sorte d'épigone comme ça de l'establishment. Qu'est-ce qu'on reproche finalement aux responsables politiques ou aux institutions au niveau local, régional, national? On reproche aux responsables d'être élitistes, d'être coupés du monde. Ce sont des gens qui ont fait des grandes études, ce sont des gens qui portent de jolis costumes gris, ce sont des gens qui évoluent dans des cénacles et qui ne comprennent pas ce que veulent les citoyens. Et si on porte ce genre de critique à l'échelle de l'Union européenne, elle porte encore plus parce que les institutions européennes ont vraiment cette image d'organisation totalement coupée de la réalité des citoyens, où il y a encore plus de messieurs avec des costumes chers, encore plus de gens qui ont fait de grandes études, et donc encore plus ce sentiment de déconnexion. La deuxième conséquence qu'a ce sentiment de déclin, c'est le fait que les citoyens sont prêts finalement à s'en remettre à n'importe quel charlatan. Alors ça date pas d'aujourd'hui, ça fait 2000 ans que c'est ainsi, et que dans les périodes de crise, on se dit les responsables politiques, disons raisonnables, d'une certaine manière ont échoué ou n'ont pas de solution à apporter à la crise actuelle. Il y a d'autres gens qu'on nous présente comme des charlatans, des menteurs ou du populisme, mais qui eux, ont des réponses. On l'a déjà vu après la crise de 29, ces leaders d'extrême droite qui avaient des réponses très simples à la situation de crise économique et sociale en disant, voilà, on a une crise économique et sociale, c'est la faute des Juifs. Une explication très simple à tout ça. On est exactement dans le même processus aujourd'hui, des gens qui vont nous expliquer, on est dans une situation de régression économique, sociale, environnementale, c'est la faute des banquiers, c'est la faute des étrangers, c'est la faute de l'Europe, des explications qui comme ça sont des réponses très simples à des questions très compliquées, face à des responsables politiques traditionnels qui, eux, n'ont pas de réponse simple. Une personne raisonnable, sensée et honnête ne peut pas apporter une réponse très simple à la crise économique, sociale, environnementale, internationale que l'on traverse, parce que ce sont des phénomènes complexes qui appellent des analyses complexes et des réponses complexes. La troisième chose que crée ce déclinisme et ce sentiment d'urgence, c'est le fait que les gens sont prêts à prendre des risques. On dit souvent les gens qui votent pour l'extrême droite ou pour l'extrême gauche ou pour des leaders populistes, autoritaires, ne se rendent pas compte des risques qu'ils prennent. Mais ils s'en rendent très bien compte. Mais ils se disent finalement, pourquoi pas essayer ça? Au point où j'en suis, si j'ai le sentiment d'être déclassé, si j'ai le sentiment d'être maltraité par le système, si j'ai le sentiment d'être un laissé-pour-compte de l'intégration européenne ou de la Ve République, pourquoi ne pas m'en remettre à quelqu'un qui me promet des tas de choses?
les gens, sauf s'ils sont complètement idiots, se doutent bien qu'a priori, les propositions sont un peu fantaisistes, mais advienne que pourra, advienne que pourra. C'est la logique de la révolution. Chacun a tout à perdre dans une révolution, mais peut-être plus certains que d'autres. Donc voilà, je pense qu'il faut analyser cette situation comme un cycle de crise tout à fait classique et essayer de comprendre les raisons pour lesquelles les gens sont amenés à penser ainsi. Et là encore une fois, les gens qui sont attachés aux institutions, à la démocratie, n'ont pas de solution simple à apporter à cette question, si ce n'est peut-être que de prendre au sérieux les angoisses des citoyens. Quand on dit aux gens, aux gens qui sont issus par exemple des classes plus modestes, mais non, il n'y a pas d'inflation, voilà, c'est un effet, etc. Non, c'est pas vrai, pas prendre les gens pour des idiots. Quiconque fait ses courses se rend bien compte qu'il y a un problème. On peut expliquer la raison pour laquelle c'est ainsi, on peut dire qu'il n'y a peut-être pas de solution magique, mais nier la réalité des problèmes n'est certainement pas une bonne solution. Et c'est en niant la réalité de ces problèmes qu'on se disqualifie. Nier qu'il y a une crise environnementale, nier qu'il y a une crise sociale, nier qu'il peut y avoir une crise migratoire aussi. Voilà, alors cette façon qu'une certaine gauche a de qualifier de raciste quiconque s'inquiète de phénomènes migratoires ne me semble pas hyper positive, car on peut avoir l'esprit ouvert et ne pas considérer les migrants comme une menace, mais c'est peut-être plus facile quand on a un travail, qu'on vit dans les beaux quartiers, que quand on a la peur d'être, d'une certaine manière, privé d'un certain nombre de ces ressources et avantages au bénéfice d'une autre population. Donc voilà, s'agissant des prochaines élections européennes, parce que là, le problème va se jouer, on sait que les populistes, les eurosceptiques, élection après élection, ont des résultats qui s'améliorent aux élections européennes. On sait aussi qu'au Parlement européen, pour la première fois depuis l'origine de la construction européenne, les démocrates chrétiens et les socialistes n'ont plus une majorité à eux deux alors qu'ils l'ont toujours eu. Il y a, oui, effectivement, un risque d'avoir des populistes, des eurosceptiques qui aient un score encore plus important lors des prochaines élections. Alors après, je dirais deux choses. Premièrement, je dirais que je ne suis peut-être pas aussi inquiet que certains le sont face à cette perspective. Car on sait bien que les responsables politiques extrémistes, populistes, eurosceptiques, nationalistes, tiennent un discours quand ils sont dans l'opposition et un autre une fois qu'ils sont aux affaires. Là aussi, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que quand une ville en France, par exemple, est gouvernée par le Rassemblement national, ce n'est pas la catastrophe tout de suite, parce qu'il y a une technostructure, il y a des administrations, il y a des entourages, et que les leaders disent une chose pendant la campagne, en font une autre une fois qu'ils sont aux affaires, parce qu'ils sont portés par cette technostructure. L'exemple italien est assez intéressant aussi. On a dit Madame Meloni est une furieuse eurosceptique, une nationaliste, une raciste, elle va arriver au pouvoir et ça va être la catastrophe. Et on voit que ce n'est pas le cas et que notamment sur les questions européennes, elle a des positions très modérées. Elle a pris comme ministre des Affaires étrangères M. Tajani, qui a été président du Parlement européen, qui connaît bien les institutions européennes. Et voilà, donc à Bruxelles, à Luxembourg, à Strasbourg, elle a un discours qui est tout à fait modéré et qui n'est absolument pas eurosceptique. Et ensuite, à l'échelle nationale, toutes les semaines, elle fait un coup pour aller interdire ChatGPT, essayer d'interdire la viande de substitution, ou générer je ne sais quelle polémique à destination de sa clientèle électorale. Donc, je ne suis peut-être pas aussi inquiet que certains le sont de ce que feraient ces eurosceptiques, ces populistes, s'ils arrivaient à la majorité au Parlement européen, parce qu'il y a des effets de structure qui amènent les gens à avoir des positions plus modérées, avoir peut-être un discours toujours aussi agressif et populiste, mais avoir des actions qui sont différentes. Et je crois qu'il y a une forme de normalisation des partis eurosceptiques et populistes par rapport aux questions européennes qu'on a déjà vu émerger en 2019, parce que pour la première fois, on avait l'extrême gauche et l'extrême droite qui n'étaient plus dans un discours de négation de l'utilité de l'intégration européenne, qui n'était plus à réclamer la sortie de l'euro ou à la sortie de l'Union, ou à dire que le Parlement européen est une institution légitime. Non, on a des gens qui arrivent avec des programmes. L'extrême droite disait l'Union européenne doit faire plus pour contrôler ses frontières, doit donner plus de moyens à Frontex. L'extrême gauche disait l'Union européenne doit faire davantage pour taxer les banquiers, taxer les GAFAM, etc., etc. Donc on a une forme de normalisation
du système politique de l'Union européenne par rapport à ces partis extrémistes qui fait que désormais, quand bien même ils arriveraient au pouvoir, je ne pense pas qu'ils soient là pour faire exploser le système, mais pour essayer de le faire fonctionner différemment. Et c'est la démocratie. Donc, je pense on arrive aujourd'hui à l'échelle européenne au même point où on est, par exemple, en France sous la Ve République. On a eu des périodes dans l'histoire de France où on a eu des partis anti-système, c'était le cas après la Seconde Guerre mondiale. Les communistes, les gaullistes contestaient la Quatrième République en tant que telle, et ensuite il y a une forme de normalisation. Les socialistes contestaient les institutions de la Ve République en disant c'est le coup d'État permanent, mais une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont composé avec ces institutions. Donc on rentre dans un jeu politique où tout le monde est d'accord pour dire que les institutions sont légitimes et a simplement d'autres projets pour les faire fonctionner. Je crois qu'on est un peu là aujourd'hui à l'échelle de l'Union européenne. Moi, je pense aussi que la présence d'eurosceptiques et de populistes au Parlement européen est une bonne chose, parce que la démocratie, ce n'est pas l'unanimisme de gens qui sont tous des fervents défenseurs de l'intégration européenne. La démocratie, c'est la contradiction, c'est l'opposition, c'est le débat clivé, et on est là à l'échelle européenne. Et je dirais que d'une certaine manière, les eurosceptiques ont achevé de légitimer l'Union européenne en tant que système politique en venant siéger dans les institutions européennes, car on ne peut plus dire que l'Union européenne est un complot des élites europhiles contre les populations eurosceptiques. Non, les gens qui ne sont pas d'accord avec l'intégration européenne sont libres de voter pour des gens qui défendent ce point de vue-là, qui seront élus et qui pourront défendre ce point de vue dans les institutions de l'Union européenne. Alors ensuite, sur la stratégie que doivent déployer les gens qui ne sont pas de cette obédience en vue des prochaines élections, car voilà, moi je ne me satisfais certainement pas de l'idée qu'on aura un Parlement européen avec 300 eurosceptiques qui racontent un peu n'importe quoi. Je dirais que chacun doit faire son travail. Les amis de M. Poutine et de M. Trump doivent continuer à nous expliquer qu'on vit en dictature et que l'Union européenne est un grand complot. Les gens qui ne sont pas de cet avis-là doivent continuer à expliquer, à faire preuve de pédagogie, expliquer aux citoyens ce à quoi sert l'Union européenne et ce qu'il adviendrait si l'on sortait. Et si l'on en sortait, je dirais qu'aujourd'hui, la situation est beaucoup plus simple qu'il y a 10 ans. Parce qu'entre-temps, la plupart des citoyens a compris les choses par rapport à l'Union européenne pour plusieurs raisons. Il y a eu le Brexit. À l'occasion du Brexit, les citoyens britanniques ont appris ce à quoi servait l'Union européenne et les citoyens des autres pays aussi. Et c'était assez révélateur de voir qu'après le vote du Brexit en 2016, on nous prédisait un effet domino et une cascade de sorties. On nous disait les Hollandais vont sortir, les Suédois vont sortir, les Hongrois vont sortir. Ça ne s'est absolument pas passé, bien au contraire. Et on a vu dans tous les États membres des partis politiques qui, avant, avaient des projets de sortie de l'Union européenne, changer leur discours. Des gens comme l'AfD en Allemagne, des gens comme la Lega en Italie, des gens comme le Rassemblement national en France, dire « Ah, mais en fait, vous nous avez mal compris, on n'a jamais voulu sortir de l'Union européenne, nous, on a des positions critiques, mais on ne veut pas sortir. » Parce qu'il y a eu un réalignement de ces partis par rapport aux citoyens qui ont compris à la faveur du Brexit, mais aussi à la faveur après de la crise de la Covid, de la crise économique et sociale qui a suivi, aujourd'hui de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, que l'Union européenne rend des services, qu'elle remplit des fonctions. Donc on revient un petit peu à une vision très fonctionnaliste de l'intégration européenne, qui était celle qui dominait dans les années 50 et 60. Alors évidemment, le projet européen a été porté par des gens qui étaient des fédéralistes, qui avaient une pensée politique sur l'Union européenne. Mais si les citoyens lambda ont accepté l'intégration européenne, c'était par rapport à l'idée que l'intégration européenne remplissait des fonctions, elle assurait la paix, elle assurait la reconstruction, elle assurait la prospérité, et c'était ça qui leur importait. Donc je pense qu'il faut que, y compris les fédéralistes, reviennent à cette vision un peu fonctionnaliste de l'intégration européenne. Aujourd'hui, des fédéralistes dans la population générale, il y en a 5%. Il y a assez peu de chances qu'il y en ait beaucoup plus dans les années qui viennent. Donc les autres, les 95 autres pourcents, on ne les convaincra certainement pas en les faisant rêver d'un État fédéral européen qui viendrait se substituer aux États-nations. Non, on les fera rêver en leur disant l'Union européenne rend des services. Elle préserve des biens publics, la sécurité, la qualité de l'environnement, les droits des consommateurs, de la politique sociale, des politiques régionales, de la recherche, de l'éducation. Et c'est sur ces sujets-là qu'il faut insister pour montrer que l'Union européenne remplit des fonctions. Et c'est à cette condition-là que la part de la population, qui est très majoritaire aujourd'hui,
et qui n'est pas fédéraliste va accepter l'idée que l'Union européenne sert à quelque chose. Merci Olivier Costa. Olivia? Oui, donc nous avons actuellement 27 États membres, moins dans la zone euro, quelques politiques à orientation fédérale, des velléités de création d'un espace plus élargi à 46 avec la communauté politique européenne et l'adhésion éventuelle de l'Ukraine à l'Union européenne. Peut-on se satisfaire des expériences en cours ou ne faudrait-il pas changer de paradigme avec un noyau dur plus fédéral et plus efficace? Oui, là aussi, on est dans une situation qui est complexe et qui est peu lisible pour les citoyens. Entre cette Europe qui, de facto, est une Europe à plusieurs vitesses, avec des États qui ne participent pas nécessairement à toutes les politiques, avec des perspectives d'adhésion de 6, 7, 8, 9 nouveaux États qui promettent d'être relativement compliqués, avec des options sur la table qui ne sont pas satisfaisantes. On ne peut pas faire rentrer l'Ukraine dans les 3 ans, mais on ne peut pas leur demander d'attendre 20 ans non plus. Avec cette coopération, cette communauté politique européenne qui a été lancée il y a 1 an de cela, à l'issue du discours d'Emmanuel Macron le 9 mai à Strasbourg, on est face à quelque chose de complexe. Je pense que tous ces projets d'intégration ne sont pas mutuellement exclusifs et qu'il va falloir accepter cette organisation un peu chaotique des choses qui correspond à des réalités politiques, géopolitiques, économiques, sociales. Plus il y aura d'États membres dans l'Union européenne, dans la construction européenne, et moins on pourra faire de choses en commun dans l'ordre et la concorde. C'est logique. On peut décider assez facilement d'aller en vacances à 2 ou 3 amis, se mettre d'accord sur la destination, sur les activités, sur les musées, sur ce qu'on mange, sur ce qu'on fait. Si on y va à 10 ou 20, ça sera beaucoup plus compliqué. Alors, on pourra toujours faire des choses ensemble et peut-être d'autres choses, mais ça sera compliqué de s'entendre sur un film, sur une attraction, sur une excursion, et c'est ainsi. Et on va se retrouver avec un groupe qui va aller suivre un match de foot et l'autre qui va aller voir un musée des Beaux-Arts. Moi, je pense que l'Europe à plusieurs vitesses n'est pas très satisfaisante intellectuellement parlant, mais qu'elle est inévitable et qu'elle se dessine. On va avoir au moins 3 cercles dans les années qui viennent. Un cercle un peu plus concentré autour des États de la zone euro. Alors, c'est quand même 20 États, ce n'est pas rien. Des États qui pourraient être d'accord pour avoir un budget un peu plus substantiel, avoir une formalisation de la capacité de cette zone à emprunter de l'argent sur les marchés pour investir dans une politique de la recherche, une politique industrielle, une politique de transition environnementale. Une Union européenne avec l'ensemble des États, y compris ceux qui ne participent pas pour l'instant à la zone euro, soit parce qu'ils ne le veulent pas, comme la Suède, soit parce qu'ils ne le peuvent pas, comme un certain nombre de pays d'Europe centrale et orientale, et cette Europe des 27 qui a vocation à s'élargir. Quand difficile de lire, mais on peut penser que d'ici 2030-2032, les pays des Balkans occidentaux seront rentrés dans l'Union européenne, l'Ukraine peut-être aussi, alors peut-être avec des stratégies d'adhésion par étapes, où ces pays seraient amenés à participer peut-être à certains blocs de politique, et peut-être pas à toutes les politiques tout de suite, mais on va dans cette direction, et je crois que c'est inévitable pour des raisons géopolitiques. Car à un moment donné, il faut décider dans quel camp sont les Balkans occidentaux, l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, est-ce qu'ils sont sous l'influence de leurs voisins russes, turcs ou des Chinois, ou est-ce qu'ils sont dans le bloc de l'Union européenne? Alors, il n'y a pas forcément énormément d'enthousiasme dans tous les pays membres de l'Union européenne par rapport à cet élargissement. Alors, on sait que, par exemple, pour les Polonais ou les Baltes, c'est une condition sine qua non de la suite de l'intégration européenne, parce qu'ils le pensent en termes de sécurité, que d'une certaine manière, les Polonais seront plus en sécurité si l'Ukraine est dans l'Union européenne que si elle est sous domination russe. Mais il y a des enjeux aussi très importants dans les Balkans occidentaux qui sont en train de devenir une zone d'influence pour la Russie, pour la Chine, pour la Turquie. Et c'est très problématique pour l'Union européenne que d'avoir enclavé dans son territoire des États instables, avec des problèmes de minorité, avec des problèmes de dérive démocratique et avec des influences extérieures relativement malveillantes. Donc, même s'il n'y a pas forcément un très grand enthousiasme dans tous les États de l'Union européenne par rapport à cet élargissement, je pense qu'il est stratégique et fondamental pour l'Union européenne. Donc, une Europe à
deux vitesses dans l'Union européenne, la zone euro, ou peut-être moins avec des politiques plus ambitieuses, les 27 plus 6, 7, 8 qui se contenteraient des autres politiques, et la communauté politique européenne dont vous avez parlé, Olivia, l'Europe des 46, l'ensemble des pays du continent qui doit trouver une façon de discuter d'enjeux communs. Face à l'agression russe, face à la concurrence féroce des Chinois pour les ressources, les matières premières, les marchés à l'échelle globale, face à l'incertitude de la position des Américains, des États-Unis dans leur rôle de gendarme du monde. Pour l'instant, on est avec Joe Biden, les choses ne se passent pas trop mal, mais qui sait ce qui se passera dans 2 ans. Il faut que les Européens, qu'ils soient dans l'Union européenne ou non, trouvent des façons de dialoguer sur des questions comme la sécurité, sur l'immigration, sur l'environnement, sur l'économie. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les représentants de tous ces États sont allés à la première conférence à Prague. Au début, beaucoup ont fait connaître leur scepticisme par rapport à ce nouveau projet. Les Britanniques, par exemple, ont dit « nous, on ne se sent pas concernés », mais ils y sont allés. Parce qu'il faut qu'ils trouvent un cadre pour dialoguer avec l'Union européenne, parce qu'on a des intérêts communs, et même si les Britanniques ne sont plus dans l'Union européenne, ils doivent trouver les moyens de discuter avec les autres pays, et des pays comme la Norvège ou comme la Suisse, où les micro-États sont dans des situations similaires, dans une impossibilité de rentrer dans l'Union européenne, mais dans une nécessité de dialoguer avec les autres pays européens. Donc je pense que la communauté politique européenne a vocation à se développer. Elle restera peut-être simplement une conférence comme le G20. Il n'y a peut-être pas de nécessité d'avoir des institutions solides et une organisation formelle et du droit, mais il faut que cette expérience perdure. Merci Olivier Costa. En 2024, cela fera 45 ans que le Parlement européen est élu au suffrage universel. Son rôle et sa crédibilité se sont-ils accrus pendant cette période? Je fais référence en fait aussi à un article que vous avez fait paraître dans Le Monde, et vous avez parlé de l'obsession du Parlement européen de rendre efficace sa délibération et se montrer digne de son pouvoir. A-t-il réussi? Mais pourquoi est-il si méconnu en France? Oui, alors le rôle du Parlement européen s'est évidemment accru. Sa crédibilité, je ne sais pas ce qu'on entend par là, mais en tout cas sa visibilité pour les citoyens s'est accrue aussi, c'est évident. Quand on fait des sondages d'opinion auprès des citoyens européens, le Parlement européen est l'institution qui leur inspire le plus de confiance, et à des niveaux d'ailleurs qui sont pas mal comparés à la confiance qu'ils peuvent avoir dans les institutions nationales. On en a une traduction très concrète, c'est le regain de participation aux élections européennes de 2019. Alors on dit toujours le Parlement européen est une institution mal élue, pas légitime, etc. etc. Mais bon, j'en avance jamais de chiffres à l'appui de ces affirmations. Le Parlement européen en 2019, c'est 50% de participation en moyenne à l'échelle du continent. C'est pas mal du tout. Le Congrès américain fait pas mieux. En France, les élections législatives pour l'Assemblée nationale, que ce soit celle de 2017 ou celle de 2022, c'est moins. On a voté à 46 ou 47% pour les élections législatives et personne ne dit que l'Assemblée nationale n'est pas légitime. Donc le Parlement européen aujourd'hui est sur la carte parce que les citoyens ont compris que des choses importantes se passent à l'échelle européenne, et on a vu au fil de l'histoire une dégringolade de la participation aux élections européennes. On a commencé en 79 très haut parce que c'était une nouveauté, que tout le monde en parlait. Progressivement, ça a décliné jusqu'en 2014, et là on a eu un regain de plus 8 points entre 2014 et 2019, ce qui est considérable. Ça fait 20% de participation en plus, parce que les citoyens ont compris que les choses importantes se passent au Parlement européen. Et là, encore une fois, les eurosceptiques nous rendent service. Très longtemps, les partis politiques traditionnels ont eu du mal à parler d'intégration européenne. C'était le cas en France du Parti socialiste, ou RPR, UMP, les Républicains, parce que c'était deux familles politiques profondément divisées sur cette question-là. On l'a bien vu à l'époque du traité de Maastricht, où à gauche comme à droite, on a eu deux blocs, pour et contre le traité. On l'a vu à nouveau à l'époque du traité constitutionnel en 2004, deux blocs, à gauche comme à droite, des gens qui ont fait campagne pour ou qui ont fait campagne contre. Et la manière dont ces partis politiques ont réglé cette difficulté pendant très longtemps, c'était de ne pas parler de questions européennes. Et vous regardez aujourd'hui, au sein de la NUP, on ne parle pas de questions européennes du tout parce qu'on ne sait pas quoi dire.
Et au sein des Républicains, on n'en parle pas non plus, parce que là, encore une fois, il y a deux obédiences au sein de ces partis sur les questions européennes. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis à M. Macron de se faire élire en 2017, parce qu'il avait bien compris ça. Il a mis les questions européennes au centre de la campagne présidentielle de 2017 et a cassé en deux le Parti socialiste d'un côté et les Républicains de notre côté, en récupérant les plus centristes, les plus modérés, les plus pro-européens. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation un peu plus vertueuse parce qu'on a des partis aux franges de l'échiquier politique à extrême gauche et à extrême droite qui parlent d'Europe pour en dire du mal. On a en France un parti centriste, le MoDem, Renaissance, qui parle d'Europe pour en dire du bien. Et on a deux partis qui ont un peu plus du mal à se positionner par rapport à ça. Mais il est devenu clair et manifeste pour les citoyens que les questions européennes, c'est important. Et ce phénomène, on le constate partout en Europe, où on a des recompositions des clivages autour de cette question européenne, ce qui explique ce regain d'intérêt pour les élections européennes. Alors ensuite, je dirais que la crédibilité du Parlement européen, elle est fragile. On l'a bien vu à l'époque du Qatargate. Très souvent, on ne parle du Parlement européen que quand il y a un problème. Et là, il y a une responsabilité importante de l'institution elle-même qui doit nettoyer les écuries de Gias parce qu'on doit exiger des responsables politiques qui soient irréprochables. Et moi, je n'accepte pas tout ce discours un peu fataliste sur le fait qu'il y aurait nécessairement des gens malhonnêtes, etc. Moi, en 2019, j'ai écrit un petit rapport pour l'Observatoire de l'éthique publique qui s'appelait 10 mesures pour un choc de transparence et de probité au Parlement européen. Ça n'a intéressé personne. Ah ben évidemment, parce que je propose des choses qui n'arrangent pas forcément les élus. Et 3 ans après, on se retrouve après le Qatargate, qui aurait pu être évité dans une certaine mesure. Alors, on n'empêchera jamais d'avoir quelques personnes fondamentalement malhonnêtes ou corrompues au sein d'une institution, mais il y a au Parlement européen un climat qui s'est installé et qui favorise la corruption et contre lequel on peut lutter. Sur la question, Michel, de l'efficacité du Parlement européen, ça a été un vrai défi pour le Parlement européen depuis le milieu des années 80, quand on a commencé à lui donner des pouvoirs, de montrer qu'il était digne de ses pouvoirs et que ce n'était pas une espèce d'assemblée d'hurluberlus qui passaient leur temps à délibérer sans ordre, mais qu'ils étaient capables de s'investir dans un travail budgétaire, dans un travail législatif, de manière sérieuse et constructive. Énormément d'efforts ont été faits au Parlement européen de ce point de vue-là, mais je crois qu'on est presque allé trop loin, parce qu'on est rentré dans une délibération excessivement technique, mécanique, très difficile à suivre pour les citoyens, et qui, d'une certaine manière, n'accepte plus le côté politique avec tout ce que ça peut avoir d'un peu chaotique. Et je pense que le Parlement européen doit aujourd'hui retrouver un équilibre entre sa capacité à participer à des processus décisionnels qui sont complexes et qui exigent de l'ordre et de l'expertise et de la rationalité, et à un moment donné aussi à organiser des débats qui parlent aux citoyens pour parler des grands sujets en acceptant la controverse, la contradiction et une certaine forme de désordre. Pour conclure cette interview, puisque nous arrivons doucement à la fin, une question. Qu'attendez-vous de votre participation au Conseil scientifique de l'Union des fédéralistes européens ? Alors moi, si j'ai accepté de participer au conseil scientifique de l'UEF, et le mot scientifique est important, c'est pas pour y déployer une activité militante. À l'UEF, on a des gens qui sont des militants de la cause fédérale depuis très longtemps, qui sont là pour promouvoir des idées, apporter des idées quant à l'avenir de l'Union européenne, mais c'est très bien. Si j'estime que c'est pas mon rôle en tant que chercheur, je l'ai dit tout au début de notre entretien, moi je suis là pour apporter une caution scientifique aux travaux et aux initiatives de l'UEF. En tant qu'expert, en tant que scientifique, je ne veux pas dire aux gens ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent penser ou ce qu'ils doivent croire. Je ne veux pas faire ce que font un certain nombre d'intellectuels. Certains le font très bien, sont des grands penseurs de la cause européenne et la font progresser. D'autres le font moins bien parce qu'on a cette classe d'intellectuels un peu sentencieux et condescendants qui vont culpabiliser les gens de ne pas être assez europhiles et de ne pas assez bien comprendre ce que fait l'Union européenne. Je pense qu'il faut beaucoup de patience, qu'il faut beaucoup de modestie, qu'il faut beaucoup de respect pour faire progresser la cause européenne. Et moi, en siégeant au conseil scientifique de l'UEF, je veux contribuer à un débat démocratique de qualité. Dire ce que je sais,
expliquer ce que je sais, dénoncer aussi les mensonges et les contre-vérités qui peuplent les discussions sur les questions européennes. On a quand même des eurosceptiques à l'extrême gauche ou à l'extrême droite qui sont prêts à faire feu de tout bois et qui passent leur temps à raconter à peu près n'importe quoi sur l'Union européenne, soit parce qu'ils ne sont pas informés, soit tout simplement parce qu'ils considèrent que le mensonge est un instrument politique légitime en démocratie. Donc moi, je suis là pour faire avancer un certain nombre d'informations, de vérités scientifiques, et aussi pour contribuer, pourquoi pas, à donner de la crédibilité à certains aspects du discours fédéraliste. Le discours fédéraliste est un discours militant, et je pense que si ce discours veut avoir un effet, ça doit être un discours militant, certes, mais qui reste objectif et qui reste fondé en vérité. Il doit y avoir une différence fondamentale entre un discours eurosceptique qui souvent est d'une très faible qualité intellectuelle et un discours fédéraliste qui doit avoir une certaine forme d'exigence dans le rapport aux faits, dans le rapport à la vérité. Alors ça veut dire ne pas raconter de mensonges, et évidemment on ne rencontre pas à l'UF, sinon je n'y serais pas venu, mais aussi avoir à un moment donné une forme de recul sur ce qu'on dit et avoir le courage d'admettre que les choses sont parfois plus complexes. Juste pour prendre un exemple, Michel a parlé tout à l'heure des listes transnationales. C'est une idée que le Parlement européen promeut depuis la fin des années 90, avoir un certain nombre de députés qui seraient élus à l'échelle de l'Union européenne sur des listes transnationales, en plus des députés qui seraient élus à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale. C'est une idée que je trouve intéressante, qui contribuerait à donner un débat plus européen lors des élections européennes, mais d'un point de vue scientifique, je dois aussi dire que c'est une idée extrêmement problématique, que je pense que ça ne se fera jamais, parce qu'il y aura trop de résistance au niveau national, que c'est symboliquement trop fort à accepter pour un certain nombre de leaders nationaux. Et moi, en tant que scientifique, sans contester l'intérêt de cette idée, par exemple, je vais dire, je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Que s'il faut s'investir dans débat, c'est peut-être plutôt sur le débat des candidats de tête pour organiser les élections européennes comme une compétition entre les leaders des grands partis politiques ayant vocation à devenir président de la Commission européenne, plutôt que de perdre son temps avec les listes transnationales qui, en l'état actuel des choses au Conseil et au Conseil européen, n'a aucune chance de passer dans un avenir qu'on peut mesurer. Donc, d'une certaine manière, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Voilà le genre de débat que je veux avoir pour ma part au sein de ce Conseil. Merci Olivier Costa. Effectivement, votre motivation est très très claire. Un grand merci. Vous avez insisté sur le mot scientifique. C'est également ce que nous souhaitons. Ce conseil scientifique, c'est un groupe diversifié. Il y a 20 membres de différents horizons. Nous espérons qu'ils vont progressivement pouvoir travailler ensemble, d'ailleurs, pour arriver à ce débat de qualité que vous appelez de vos voeux. Et puis aussi, débat de qualité, mais aussi la conviction, parce que nous sommes dans un monde où les mensonges, les fake news sont malheureusement présents. Et pour l'avenir, pour l'Europe, pour nous, le fédéralisme, il est important d'avoir ce débat de qualité. Nous sommes persuadés, très très heureux que vous soyez avec nous pour y contribuer. Merci Olivier Costa. Merci beaucoup pour votre invitation.